Le président de la République, chef de l'État, a instruit la première ministre Judith Suminwa Tuluka à présider la 4e réunion ordinaire du Conseil de ministres ce 5 juillet 2024 pendant qu'il était en séance de travail avec la task force spécialement mise en place pour suivre de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement comportait 4 points. 1. De la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République reste préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, avec la récente détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, du fait de l'action du Rwanda et ses terroristes supplétifs du M23. Il a rappelé avoir convoqué et présidé en date du 29 juin 2024 une réunion du Conseil supérieur élargi des défenses afin de faire le point de la situation générale sur le terrain et d'envisager les options à lever pour une réponse efficace à tous les défis sécuritaires dans la partie est du territoire national. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a mis en place une task force sécuritaire sous son autorité directe, capable de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Cette task force se réunira à fréquence hebdomadaire et aura notamment pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité, de concevoir des stratégies intégrées pour contrer les forces ennemies et proposer des mesures spécifiques pour rétablir l'autorité de l'État dans les zones affectées. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que tous les autres membres du Conseil supérieur de la Défense ont été chargés de s'aligner derrière cette dynamique en proposant des stratégies idoines pour garantir une efficacité opérationnelle sur le terrain. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de financer la campagne agricole 2024. Par le double objectif des diversifications de notre économie et d'assurer l'amélioration de conditions de vie de nos populations, particulièrement les plus vulnérables qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, le président de la République a engagé le gouvernement sur la piste de l'agriculture qui est une aubaine à capitaliser pour notre pays. Pour faire face à l'insécurité alimentaire exacerbée par la hausse des prix de denrées alimentaires que nous pouvons bien produire localement, le président de la République a chargé les gouvernements à assurer, au-delà de la poursuite de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires, dans son volet relatif aux routes de desserte agricole, un accompagnement adéquat aux producteurs agricoles locaux de biens de grande consommation tel que prévu dans l'agenda de transformation agricole. Il s'agit notamment de faciliter l'accès aux intrants agricoles, au matériel aratoire et aux autres semences améliorées, permettant ainsi un encadrement efficace de nos producteurs et ménages agricoles. Il a insisté pour que le gouvernement saisisse l'opportunité de la grande saison agricole à venir pour financer les actions envisagées par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 et s'assure d'une mise en œuvre efficace des actions prévues. Le président de la République a particulièrement invité les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre des Finances, à travailler activement avec leurs collègues de l'agriculture et sécurité alimentaire pour que les moyens adéquats soient mis à sa disposition dans les meilleurs délais en vue de la réussite de cette campagne. Car la question agricole doit être considérée comme une question de sécurité nationale pour notre pays.
Le troisième point a porté sur la nécessité d'aménager des pôles agro-pastoraux en 2024. Le président de la République a fait part aux membres du Conseil de la réflexion menée par son cabinet sur les stratégies et modalités pratiques pour opérationnaliser ses ambitions d'aménagement des pôles agro-pastoraux à travers les territoires de la République, parallèlement à la construction des infrastructures de connectivité devant relier toutes les provinces et faciliter l'évacuation des produits agricoles. Ces pôles, a-t-il soutenu, visent à accompagner les développements des chaînes des valeurs allant de la culture à la transformation, y compris la commercialisation dans le but de libérer tout le potentiel de production agricole, créer des emplois, accroître le pouvoir d'achat et d'améliorer durablement les conditions de vie de populations locales. Ces travaux ont bénéficié de la participation des experts de ministères et services concernés, y compris des entreprises et autres investisseurs institutionnels pour des financements alternatifs au trésor public. Ces réflexions intéressantes seront mises à la disposition de la Première ministre pour approfondissement et prise en charge par l'équipe gouvernementale. Le président de la République a recommandé la mise en place d'un groupe de travail dédié sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, avec la participation de ministères concernés et ce en collaboration avec son cabinet. Les conclusions de ces travaux devront être présentées au Conseil de ministres dans les 3 mois qui viennent. Du renforcement de la crédibilité des résultats de l'examen d'État. Le président de la République a instruit le gouvernement à consolider la crédibilité des résultats de l'examen d'État et d'en améliorer la gouvernance, d'autant plus qu'il constitue l'épreuve phare de notre système éducatif en ce qu'il sanctionne la fin du cycle secondaire d'enseignement. La publication de l'édition en 2022-2023 a suscité une vive polémique au sein de l'opinion. C'est pourquoi, pour l'édition 2023-2024, le président de la République a engagé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à veiller strictement sur la fiabilité du processus et la crédibilité des résultats. Il s'agit concrètement d'assurer à temps la prise en charge des différents prestataires et de gérer les aspects techniques liés à la publication des résultats par les opérateurs sélectionnés. Après avoir lu les points des communications du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a résumé la sienne sur 3 points. Le premier a concerné l'indignation du gouvernement suite à l'attaque d'un convoi humanitaire le 30 juin dernier dans le Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Elle a condamné au nom du gouvernement cette attaque qui a conduit à la mort des 2 agents de l'organisation non gouvernementale Tirfand. La première ministre a demandé au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'une part, de s'assurer qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur cette attaque, et d'autre part, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de s'assurer de toujours appuyer les humanitaires dans le cadre de leur mission. Revenons sur la trêve humanitaire qui a été proposée par le gouvernement américain. La première ministre a indiqué que notre gouvernement l'a approuvée pour desserrer la pression sur nos compatriotes directement touchés par les attaques de l'armée rwandaise et permettre au gouvernement et aux organisations humanitaires de pouvoir les assister. Elle a rassuré que durant cette trêve, nos forces resteront vigilantes pour prévenir toute tentative de violation de cette mesure par l'ennemi. Au deuxième point relatif à la première réunion du comité des conjonctures économiques qui a porté essentiellement sur la maîtrise de l'inflation et la stabilité de la monnaie nationale, la première ministre a précisé que la commission ECOFIN, économie, finances et reconstruction du gouvernement, a été chargée de poursuivre les réflexions et de proposer des pistes de solutions adéquates. Toujours sur ces points économiques, elle a aussi relevé l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de la 6e et dernière revue de l'accord au titre de facilité élargie du crédit pour la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement, elle a présenté ses vives félicitations au président de la République qui a permis dès 2019 la reprise de la coopération avec le Fonds monétaire international. Elle a aussi salué
le travail abattu par le gouvernement précédent, mais également par la Banque centrale ainsi qu'aux différents experts. Au dernier point de sa communication, la Première ministre a fait le point au Conseil de la séance de travail qu'elle a eue avec la très distinguée Première Dame Denise Nyakero Tshisekedi le mardi 2 juillet 2024 et qui a porté sur son plaidoyer pour la lutte contre la drépanocytose d'une part et sur le soutien du gouvernement au programme de bourse Excellencia d'autre part. Les ministres des secteurs concernés qui ont pris part à cette réunion ont été instruits de faire diligence pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point de l'État et de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'esprit de la population a été marqué par la persistance des besoins humanitaires de compatriotes déplacés vivant dans les différents sites autour de la ville de Goma ainsi que dans les cités des Lubero Butembo. Il est aussi revenu sur la situation générale dans quelques provinces, notamment dans les provinces du Kasaï où on observe une série de tensions entre les communautés Bakele, d'Ilebo et des Mweka, se disputant les villages Benansampo dans les secteurs de Malu-Malu. Dans le Kwilu, des vives tensions étaient signalées au village Kazamba-Lulwa, secteur du Kwilu-Kimbata, où pour un conflit de pouvoir coutumier, les populations se sont affrontées les habitations incendiées, dont celle du chef du village, M. Mpungu Guilin, suite à la mort de son père. Dans le Tanganyika, il a été observé une recrudescence de l'activisme de miliciens Toa dans les derniers actes enregistrés au village Kiabalumba, axe Kalemi-Bandera, territoire de Kalemi, où un cultivateur Foulirou a été tué et un autre blessé. Le gouvernement central, à travers le ministère de l'Intérieur, suit de près cette situation. Sur un autre volet, il a rassuré le Conseil que la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, des réductions de la violence armée, structure interministérielle, intérieur, défense et affaires étrangères, est en pleine mise en œuvre de son plan national 2024-2028 de contrôle et de gestion des armes légères et de petits calibres en République démocratique du Congo. C'est dans cette logique, a-t-il précisé, que les CNC-ALPC continue à veiller à la mise en œuvre de recommandations faites par les Conseils de sécurité des Nations Unies. En outre, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la destruction des armes légères et des petits calibres célébrée le 9 juillet de chaque année, le vice-premier ministre a annoncé qu'il procédera à cette même date au centre de la police nationale congolaise de Kasangulu dans le Congo central à la destruction des armes et munitions collectées pendant le projet du mois d'amnistie suivant la vision sus évoquée. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a complété le ministre de l'Intérieur. Il a abordé la question relative à la situation opérationnelle sur l'ensemble du pays en revenant spécifiquement sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo où nos forces armées restent déterminées à rétablir la paix et la sécurité ainsi que l'autorité de l'État. Il a fait le point de l'évolution de quelques points opérationnels dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Il a fait état notamment des attaques repoussées par les forces armées de la République démocratique du Congo le 1er juillet 2024 dans la localité de Kaniro. Le vice-premier ministre a dit aussi au Conseil de ministres qu'il compte multiplier de réunions avec les commandements militaires afin de mettre sur pied une liste de moyens à acquérir et des actions à mener dans l'immédiat, à court et à moyen terme. Parmi ces actions figure notamment l'impérieuse nécessité pour les forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir toutes les parties occupées par l'ennemi. En tout cas, c'est la ligne tracée par le nouveau ministre de la Défense qui s'active à ses propos aux côtés du président de la République. Deux notes d'information relatives au secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil deux notes d'information.
La première a porté sur la mise en œuvre d'une politique de stabilisation du pouvoir d'achat des agents publics de l'État. Brossant les efforts engagés par le gouvernement, il a rappelé les termes du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 entre le gouvernement et les représentants des organisations syndicales des agents de carrière des services publics de l'État. Les engagements convenus, notamment à propos de la grille barémique et de la tension salariale, avaient été coulés en actes réglementaires par décret du Premier ministre. Malheureusement, la dépréciation de la monnaie nationale, la variation du taux d'échange, ainsi que l'inflation des prix de biens et services sur le marché observée ces dernières années ont notamment induit à une perte considérable du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Cette situation suscite de vives tensions au sein de l'administration publique et risque de briser considérablement la paix sociale. Pour ce faire, en attendant la concrétisation de la volonté du président de la République, telle qu'exprimée lors de la 3e réunion du Conseil de ministres relative à la mise en place d'une nouvelle politique salariale devant réduire de manière structurelle les inégalités, les disparités et rétablir ainsi la justice sociale, le ministre de la fonction publique a entrepris, sous la supervision de la Première ministre, la mise en place d'une commission multipartite de pilotage technique. Ce faisant, il a préconisé la mise sur pied d'une commission ad hoc devant étudier cette problématique spécifique de haute portée sociale et soumettre dans le meilleur délai des pistes et des options y afférentes pour décision du Conseil. Cette commission interministérielle va réunir les experts de la fonction publique, du budget et des finances avec les concours des experts de la présidence de la République et de la primature dans le but d'examiner la situation, d'évaluer l'impact du réajustement du salaire sur base au taux budgétaire 2024 et de proposer les modalités pratiques de mise en œuvre, lesquelles seront discutées avec différents bancs syndicaux. La deuxième note a concerné la pérennisation du processus de mise à la retraite dans l'administration publique et la finalisation de la vague 3 en cours. Pour capitaliser les acquis de l'expérience de l'année 2022, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a motivé la nécessité de poursuivre le processus de mise à la retraite en mettant en application la loi des finances de l'exercice 2024 qui a prévu de crédits à propos. Pour les prochains exercices budgétaires, sans préjudice d'un financement extérieur à mobiliser, il a exprimé son souhait d'intégrer dans l'état liquidatif parmi les dépenses contraignantes une enveloppe minimum mensuelle de 25 milliards de francs congolais dédiée au processus de mise à la retraite, afin de permettre une programmation mensuelle d'un départ d'au moins 1000 agents, soit 3 000 par trimestre, 6 000 par semestre et 12 000 par an. Cette option a pour avantage d'assouplir la pression sur la trésorerie de finances publiques et de garantir la régularité du processus de retraite sur le long terme, car la retraite est un droit fondamental et non une faveur reconnue à tout agent de carrière des services publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a aussi souligné que les défauts de la fluidification de la retraite conduit en effet ces derniers temps à l'enregistrement à la fonction publique, non seulement de plusieurs demandes volontaires des départs, mais aussi de plusieurs plaintes des ayants droit d'agents ayant atteint les critères d'éligibilité décédés avant leur départ officiel. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Note d'information relative aux affaires étrangères. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a présenté au Conseil la note d'information relative aux campagnes de recrutement en cours au sein de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Banque mondiale. Il s'agit notamment de l'appel mondial à candidature lancé par le secrétaire général des Nations Unies, de l'appel à candidature pour les postes de commissaire à l'Union africaine, du programme d'associés professionnels juniors de la Banque mondiale. Ces trois appels feront l'objet d'une large diffusion et les ministères des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie s'assurera de la transmission de candidatures et d'appuyer toutes les candidatures congolaises. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note. Nécessité de respecter les accords d'Ebibois.
La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait le point au Conseil de la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre les engagements des accords de Bibois pour la paix sociale et une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. Partant des récents développements concernant la prime d'encadrement de la paye dite prime equity, une revendication clé pour la rentrée scolaire apaisée, elle a rappelé que le 16 mars 2024 à Bibois, le gouvernement a signé avec le banc syndical un procès verbal sanctionnant la fin de travaux de la commission paritaire. Il a été résolu que les dépenses liées au déficit mensuel pour la paye des enseignants, la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paye et la prime pour fonction spéciale des inspecteurs et fonctions spécifiques en faveur des agents d'appoint soient imputées dans les états liquidatifs pour permettre les paiements réguliers des agents et cadres du ministère. Ces enveloppes, initialement prévues pour être payées avec la paye d'avril, ont été reportées pour être incluses dans la paye de juillet 2024. Or, l'enveloppe de mise à disposition n'a pas atteint les montants convenus, ce qui a exaspéré l'exaspération de bénéficiaires. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a sollicité l'implication du gouvernement, en particulier de ministre de Finances, signature de l'accord précité, pour décanter cette situation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Projet ville durable à Boma dans le Congo central. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a présenté au Conseil le projet Ville durable à Boma dans le Congo central, financé par l'Agence française des développements. Partant des étapes franchies, il a indiqué que la ville de Boma a été retenue comme projet pilote à l'issue d'un arbitrage tenant compte des priorités du gouvernement qui souhaite appuyer les projets à fort impact prévus dans la province du Congo central, notamment le port en eau profonde de Banana et le projet Grand Inga, ainsi que la stratégie d'intervention de l'Agence française des développements, qui avait déjà plusieurs projets en cours dans cette partie du pays. Afin d'assurer un suivi efficace de l'étude de faisabilité, il a été mis en place depuis juin 2023 un comité de suivi composé des ministères sectoriels concernés, de la province du Congo central ainsi que la mairie de Boma. L'initiative lancée en février 2023 qui vise à renforcer et à stimuler l'attractivité de Boma et à mettre en place une approche pilote intégrée de la ville durable et résiliente transposable à d'autres villes du pays sera clôturée le 30 juin prochain. Au sujet des prochaines étapes, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a évoqué l'octroi effectif du financement par le conseil d'administration de l'AFD en octobre 2024 et la signature de la convention prévue en janvier 2025. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport sur les travaux des constructions d'un immeuble dans la commune de la Gombe, précisément à la place Mandela. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a fait rapport au Conseil de la suspension de l'exécution de travaux de construction d'un immeuble au croisement des avenues de la Justice Kisangani et de Forces armées dans la commune de la Gombe, communément connue sous le nom de rond-point Mandela. Il a évoqué une série d'irrégularités, en commençant par les processus de désaffectation de l'espace, ensuite l'absence de l'avis urbanistique préalable donnant les indications sur l'usage et les modalités d'occupation de cet espace, la traçabilité financière des recettes dues au trésor public, l'absence des études globales seules, mais aussi celle d'une étude d'impact environnemental et social. Ces irrégularités constatées, a-t-il souligné, ont conduit sur proposition des experts à la suspension des travaux et au maintien de cette décision. Faisant suite à l'instruction du président de la République, lui donnée au cours de la 3e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a pris une série de mesures, notamment rapporter les 3 arrêtés ministériels de désaffectation pris par son prédécesseur sur cet espace, de saisir la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, afin d'obtenir l'annulation des titres de propriété, de procéder à l'aménagement de cet espace récréatif et touristique sur base d'un financement du gouvernement, saisir le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à cet endroit, instruire
Le directeur général du guichet unique de délivrance du permis de construire pour l'annulation de ces permis, enfin, d'ouvrir une action disciplinaire et la prise de sanctions administratives à l'égard de certains responsables impliqués dans ces dossiers. Il a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour la mise en application effective de toutes ces mesures. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au point 8 de point d'information de ce jour, relatif aux avantages à tirer de la coopération avec les différents partenaires de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté au Conseil la note relative aux avantages à tirer de la coopération avec les différents partenaires de son secteur, passant en revue certains projets phares. Elle a évoqué ceux notamment de la France qui, à travers son ambassade à Kinshasa, manifeste l'intérêt d'appuyer notre pays à améliorer son système LMD pour asseoir la formation supérieure et universitaire, mais aussi à renforcer les capacités à acquérir les compétences en faveur de la haute école de mines et de l'industrie de Kolwezi. Elle a rappelé qu'au cours de sa récente visite en France, le président de la République a préconisé la création de l'Institut régional de la mode pour encadrer les jeunes congolais et ceux des pays limitrophes. En moyenne, 200 jeunes sont attendus pour cette formation et une quinzaine sera destinée aux incubateurs. Par ailleurs, l'Université de Laval au Canada s'est également prêtée disponible à l'octroi des bourses et des matériels de laboratoire. L'École des hautes études de commerce et de marketing de Kinshasa tient à assurer une formation en alternance entreprise-école visant l'ouverture à l'international, d'où la nécessité d'un agrément. La Norvège, enfin, prévoit l'octroi de bourses aux chercheurs congolais dans les domaines de la nutrition. Le Conseil a pris acte de sa note. La 9e note a porté sur les secteurs de l'hydraulique et de l'électricité, où le ministre a fait l'état au Conseil de la mise en œuvre de projets des centrales hydroélectriques de Katende et de Kakobola. Dans la perspective de la relance du projet de Katende, l'évaluation de coûts additionnels en vue de sa finalisation et les actions préalables à la reprise effective de travaux. En ce qui concerne le projet Kakobola, il en ressort que toutes les lignes de transport vers Kikwit et Idiofa ont été achevées à 100%. Les réseaux de distribution de Gungu et de Kikwit sont également achevés alors que celui d'Idiofa est à 80%. Les essais et tests avant la mise sous tension sont à cours à Gungu et à Idiofa. Les ministres de ressources hydrauliques et électricité a aussi, tenant compte des avis des séances de travail avec le ministère des Finances, fait le point de 6 projets solaires photovoltaïques à financement indien, respectivement à Gemena, Manono, Chilenge, Nord-Ubangi, Lusambo et Mbandaka. Le Conseil a orienté cette note à la Commission économie, finances et reconstruction pour approfondissement avant qu'il ne retourne. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 3e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 28 juin 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 2 textes. 1. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 11 juillet 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour approbation les projets d'ordonnance loi portant ratification des 2 accords de prêt du 25 mars 2024 signés au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement de compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Le premier accord a été conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains
des développements, le deuxième accord a été signé entre la République démocratique du Congo et la facilitation d'appui à la transition pour un montant de 78 millions de dollars. Le ministre des Finances a rappelé que ces textes ont été inscrits parmi les matières pour lesquelles le Parlement a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance-loi des mesures concernant les matières relevant du domaine de la loi pour lui permettre d'exécuter son programme. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencée à 16h04, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h27. Je vous remercie.